Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché. Merci pour votre écoute des vidéos précédentes. Vous avez été quelques-uns à me demander de réduire la vidéo glossaire. Donc vous m'excuserez pour les raccords, évidemment. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, et on se dit à très bientôt. Maintenant, donc, on va parler de l'anima et l'animus. Donc là, comme ça fait juste partie du glossaire que j'essaie de vous synthétiser et de vous transmettre, ça va être, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut que vous ayez une définition plutôt claire, tout en étant précise, mais c'est vrai que chaque définition peut prendre énormément de temps. Alors, je pense que les archétypes, là, on a plutôt bien fait le tour. C'est parti pour anima et animus. Vous aurez énormément, on va dire, de livres à lire également sur le sujet. Toujours dans celui que je recommande, donc La femme et son ombre, car l'auteur Sylvia Di Lorenzo en parle, on va dire, très bien. Donc je vous recommande, donc La femme et son ombre. On va partir sur les deux, anima animus. L'anima du fils correspond à l'éros maternel. L'animus de la fille correspond au logos paternel. En d'autres termes, donc, la personnalité féminine est composée par un inconscient de signe masculin, et la personnalité masculine est composée par un inconscient de signe féminin. Par exemple, si je suis un homme, j'ai une anima. Si je suis une femme, j'ai un animus. Voilà, ce sera toujours le sexe opposé auquel vous appartenez. On va parler de l'anima, composante féminine inconsciente chez l'homme, qui est dans les rêves, en tout cas qui apparaît dans le rêve, personnifié par des images de femmes. On a un ensemble des tendances et des traits féminins refoulés en fait. Aucun homme n'est masculin au point de n'avoir en lui rien de féminin, mais la structuration d'une identité masculine consciente requiert le refoulement dans l'inconscient de caractéristiques féminines minoritaires de sa personnalité. On a l'image de la femme que l'homme porte en lui. Le caractère de l'anima d'un homme est conditionné par la figure maternelle. Ça, c'est très important. Donc, je vais le répéter. Le caractère de l'anima d'un homme est conditionné par la figure maternelle, en ce que la mère représente pour son fils. Donc, la première incarnation de l'anima, qui se modèle sur elle, d'abord, et dont les connotations dépendent de sa personnalité. En général, les référents, ça va être la mère, et suivant les générations, parce qu'il y en a qui ont plutôt été élevés par leur grand-mère que leur mère, par exemple, voire même des tantes, ça va être le premier proche féminin sur lequel les références ont été prises. En tout cas, où il y avait vraiment de l'attachement. Donc l'anima produit chez l'homme ses états d'âme, ses fantasmes, ses humeurs, ses émotions, ses intuitions et introspection subjective. L'anima donne à la conscience masculine la possibilité d'établir les relations affectives amoureuses. On pourra, dans d'autres... nous allons le faire, on va le faire. On ira voir donc sur certains contes de fées ou mythes, mais personnellement je préfère travailler sur les contes de fées. On ira voir donc des exemples d'anima qui se conscientisent dans un conte. Autour de l'animus. Donc je rappelle, vous êtes un homme, vous avez une anima, vous êtes une femme, vous possédez un animus. Donc l'animus, composante masculine inconsciente chez la femme, qui apparaît personnifiée dans les rêves par des images d'hommes. C'est un ensemble des tendances et des traits masculins refoulés chez la femme. Le caractère de l'animus d'une femme est conditionné par la figure paternelle. Alors c'est pas forcément comme chez l'anima, c'est pas forcément le lien direct avec la mère. Donc là en l'occurrence, c'est pas forcément le lien direct avec le père ou le grand-père ou la figure d'autorité, mais en l'animus, ça va être toute la représentation des pères en général, ou d'un système patriarcal. C'est-à-dire que c'est pas forcément sur la lignée directe, ça va être un ensemble. On continue, le père est le premier porteur de l'image de l'animus, qui tire de lui sa substance et sa forme réelle. Ainsi, la petite fille peut commencer à définir de façon concrète
dans la confrontation et la relation avec la personne réelle de son père, le champ d'action du logos, on y reviendra un peu plus tard, les valeurs et les droits de l'esprit et les modalités de réalisation qui en résultent. Principalement, on parle de la fonction de support et d'action. À cause du développement patriarcal, c'est là où je voulais en venir, en vous disant qu'il y avait aussi ce côté, on va dire, collectif. Donc à cause du développement patriarcal de notre civilisation occidentale, la femme tend à contribuer à tout ce qui est masculin en valeur plus grande que ce qui est féminin. Donc cette attitude contient le risque de conférer trop de pouvoir à l'animus. Ça, c'est récurrent. Ce dernier produit dans la femme les opinions, les jugements, les besoins de réflexion critique, de rationaliser, de connaissance, et de rationaliser la connaissance, de recherche de vérité objective, de valeurs spirituelles, la capacité de décision et de choix. En somme, il lui permet de savoir ce qu'elle veut réaliser et de faire le nécessaire pour l'obtenir. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment la fonction d'action et de support. Support à cette action. Donc voilà, c'était une bonne partie déjà pour expliquer Anima et Animus, et on ira la voir donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans d'autres contes un petit peu plus tard. Enfin, nous irons voir ces deux figures différentes dans d'autres contes.